Monseigneur, comment analysez-vous au sein de la Sengo le paradoxe d'un pays très riche avec une population extrêmement pauvre? Parfois, les gens se posent la question de savoir, est-ce une malédiction ou un problème des dirigeants? Bien, merci. Cette expression, le paradoxe d'un pays riche à la population extrêmement pauvre, ce n'est pas la première fois que je l'entends et je l'utilise moi-même. Ça, c'est vraiment le drame du Congo. Pas seulement du Kivu, mais de tous les Congos. Dieu nous a comblés de beaucoup de ressources. Malheureusement, nous n'en tirons pas des bénéfices. Et il y en a qui commencent à traiter cela de malédiction. Je ne pense pas que ce soit une question de malédiction. C'est plutôt une question de l'incapacité de nous prendre en charge. Mais il y a aussi des causes extérieures. Est-ce que les puissances du monde, est-ce que les autres, entre autres aussi nos voisins, est-ce qu'ils nous laissent tranquilles et libres de nous gouverner, d'exploiter en faveur de notre population toutes ces ressources naturelles? À la Sengo, comme vous l'avez dit, je préside la commission pour des ressources naturelles et chaque année, nous organisons avec les Sud-Africains une rencontre qu'on appelle Indaba Mining. Nous nous rencontrons souvent à Kolwezi, mais cette année, c'était à Kinshasa. On a relevé cette question à partir de ce qui s'est passé au Sud Kivu, où on a trouvé des Chinois, on a trouvé même nos frères africains exploiter les minéraux vraiment comme dans un no man's land, comme si ça n'appartenait à personne. Moi-même qui vous parle, j'ai été chassé dans mon diocèse, un coin de mon diocèse, j'ai été chassé par des Chinois. Ils ne voulaient pas que je passe voir ce qu'ils faisaient. Bon, je pense que notre responsabilité est quand même engagée. Et nos chefs coutumiers, et nos gouvernements, autant provinciaux que nationaux, tout le monde, quand il a sa part là-dedans, il ne s'engage pas pour la population. À la deuxième Indaba Mining, un DG d'une entreprise minière, je ne veux pas citer les noms, nous a avoué, il nous a dit ceci. Pour avoir une concession minière ici au Congo, nous commençons les démarches au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Puis nous descendons au ministère national des mines. Après, ministère provincial. Après, le chef coutumier. Et quand nous calculons tout ce que nous avons payé là-bas, à toutes ces étapes, nous n'avons plus de comptes à rendre à la population. Voilà un peu la réalité. Alors, Monseigneur, peut-être nous allons aussi revenir à long et à large sur tout ce que vous avez dit. Entre-temps, c'est qu'on peut appeler pillage des ressources et facilité par des groupes armés qui pilulent un peu partout. Pouvez-vous nous dire pourquoi quelles sont les motivations de ces groupes armés généralement, Monseigneur? Parce qu'on en a également dans votre diocèse. Mais ils sont utilisés. Ils sont utilisés pour je peux citer entre autres deux raisons. Pour des raisons politiques d'abord. Je viens de faire un petit livre sur Muziro, je parle de ça.
J'ai souvent dit, et c'est une question qu'un groupe de journalistes m'avait posée, des journalistes belges que j'avais hébergés chez moi, quand j'étais recteur au grand séminaire Jean 23 à Kinshasa. C'était la fin de Sun City. Et il m'avait posé la question, comment je considère la chose. Aujourd'hui, j'appelle ça le péché originel. Quand à la fin de Sun City, on a donné le pouvoir à ceux qui ont pris des armes et à quelques civils, entre autres Zaïdi Ngoma. J'ai dit, vous voyez ce qu'on vient de faire là, c'est vraiment quelque chose qui aura des conséquences terribles après. J'ai enseigné le cours de morale, j'en ai fait même un séminaire de morale. Et un de nos étudiants qui est devenu prêtre a appelé ça, je ne me rappelle plus l'expression, si c'était ça la solution pour s'en sortir, c'était, comme on peut dire en théologie, une heureuse faute. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de payer ça. C'est-à-dire, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés au pouvoir ont pris aussi des armes pour compter avec eux. C'est le chantage que nous fait les M23. C'est le chantage que nous font les M23. Dans le haut plateau là, mettant à part nos frères rwandophones, il y a beaucoup de gens qui ont des milices là-bas pour qu'on compte avec eux. Je parle ici de l'époque début du pouvoir de Joseph et les autres. Pour qu'on compte avec eux. Donc il y a d'abord cette raison politique. J'avais plaidé pour un grand soldat congolais qui règne là, je ne cite pas non plus le nom. J'ai fait cette proposition au pouvoir de Kabila en disant cet homme-là, c'est un grand militaire. Alors, l'unique façon peut-être de stabiliser le coin, c'est lui donner le grade de général. Un des conseillers, qui est à la présidence et qui est de chez nous, m'a dit, Monseigneur, cet homme, même si on le nommait général maréchal, il ne quittera pas là, parce qu'il a des puits de minerais. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être. Donc, il y a cela aussi. Tous ces chefs de guerre, du moins à l'est et au sud Kivu, souvent ils ont aussi des milices pour garder leur carré. Voilà. Il y a cette cause politique et puis il y a cette cause des ressources naturelles. Alors, bon, je ne suis pas toujours d'accord. J'ai fait beaucoup de dialogues avec la population. J'ai l'impression qu'on dérange la population pour rien. Le problème, ce sont les politiciens, les tireurs de ficelles qui ont leur milice là-bas et qui ont aussi leur groupe de jeunes civils qui n'accepteraient pas qu'il y ait la paix. La paix les dérange. Voilà. Et entre-temps, on constate que beaucoup de ces milices établissent leur base dans des zones riches à ressources naturelles, vous l'avez dit. Et une exploitation des ressources souvent accompagnée des exactions. Qu'est-ce qui expliquerait la difficulté de l'État à les démanteler? Est-ce une complaisance de l'État comme structure, ou carrément ce sont des animateurs qui posent problème? Votre question tombe à propos. Ce matin, quelqu'un m'a balancé une image du président, je pourrais te le balancer aussi, de Mzee
et qui dit ceci: les grandes puissances n'ont pas besoin au Congo d'un pouvoir fort. Les grandes puissances ont besoin d'un pouvoir faible au Congo pour se permettre tout. Et j'ai compris, moi, pourquoi on a tué cet homme. Il dit: moi, on ne me veut pas parce que je ne me laisse pas faire. Tout ce qu'on me dicte, je refuse. Et il a parlé de ce qui se passe ici, aujourd'hui. Comme il a cité les noms, je n'hésiterai pas. Il a parlé de Museveni, tout ce qu'il lui a demandé. Il a parlé de Kagame. Et chaque fois qu'il disait non, 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 on est abouti à quoi? À son assassinat. Donc, il faut le dire, légèreté du pouvoir et aussi complicité. Il y a complicité de certains membres de ceux qui nous ont gouvernés, certains, mais il y a aussi la légèreté. Moi, sincèrement, je ne comprends pas tous ces accords que l'actuel président a signés. Je ne comprends pas. Ou c'est la naïveté, ou c'est la complicité. On a beaucoup donné. Comment on peut croire qu'un pays qui vous a fait la guerre pendant des années pour vos ressources, aujourd'hui peut venir vous libérer? Je dis la raison a déserté le palais, c'est tout. Entre-temps, on a beaucoup donné au Rwanda. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que la complicité ou la légèreté? Mais nous sommes en train de les payer. Et moi, je suis très content. J'ai un livre que j'ai publié à Loyola sur les 25 ans de Monseigneur Mouziro. Le livre est intitulé Au pays des victimes et des crimes et des victimes. Quand tu vois tout ce monde qui ont tué dans ces pays et qu'on remet dans les gouvernements, qu'on remet dans les structures, dans l'armée, dans la police, tu appelles ça quoi? Ce sont des récompenses. Tu appelles ça quoi? On a discuté avec quelqu'un, moi je disais, j'ai fait la bioéthique, je disais, cela s'appelle méthode vaccinale peut-être. On tue les virus par son propre germe. C'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Monseigneur, certains vont jusqu'à alléguer par rapport à ces milices-là que pour profiter des ressources minières ou de toutes les ressources de la République démocratique du Congo, il est rentable pour les multinationales et moins coûteux d'investir dans une milice que dans une entreprise légale. Que pensez-vous de ça? Bon, c'est ce qu'on appelle la voie de la facilité. Et les paradoxes, pas même le paradoxe, j'appellerais ça la grande contradiction, le scandale, c'est quand ce sont ces gens-là qui nous appellent à la paix. Qui nous appellent à la paix. La communauté internationale, vous fait-elle assez pour endiguer la situation? Rien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle en profite. Elle en profite aussi, je crois. Elle en profite aussi. Et dans ce contexte, Monseigneur, où les ressources minières sont exploitées par des groupes armés, peut-être revendues à certains groupes. Les groupes armés ne sont que les instruments des politiciens et de ces groupes multinationales. On les utilise, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on n'aimera pas que la paix s'établisse au Congo. On ne voudra pas que le Congo ait des dirigeants forts, comme disait Mouzé. Je sais que Mobutu a commis beaucoup d'erreurs. Mais c'était quand même un pouvoir fort qui savait défendre les intérêts du Congo.
Quand bien même lui aussi, il en profitait beaucoup. Quand bien même. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, pour moi, il y a complicité et légèreté. Voilà. Êtes-vous d'avis que ces minerais dits de sang seraient à la base de la construction de certaines grandes villes dans la partie est du pays, Bukavu, Goma, lorsqu'on voit ce boom immobilier et la prospérité de certains opérateurs économiques en province, malheureusement au détriment de la majorité de la population? Je l'ai dit aussi un moment. Je l'ai dit aussi un moment. Mais je vous donnerai un exemple. Moi, j'ai évolué à l'ouest. Je suis né ici, mais j'ai évolué à l'ouest. Chaque fois que je venais ici, j'étais un peu scandalisé. Tout à l'heure, le matin, après la messe, je faisais ma méditation en contemplant la ville de Butembo. Moi, je suis né à Kamituga. Ici, il y a un village, je ne sais pas si c'est un village un peu, qui s'appelle Mangulujipa. C'est la même société MGL, dont la direction était dans le sud Kivu évidemment, qui exploitait les minéraux. Hein? Et Butembo était au niveau, même niveau que Kamituga. Je crois que Kamituga dans les années 60 était même un peu au-dessus. Aujourd'hui, quand tu regardes Kamituga, j'ai un ami de promotion, l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko. Quand il est passé, si je n'étais pas encore évêque, il était évêque 2 ou 3 ans avant moi. Quand il est passé ici pour des réconciliations, il était scandalisé. Il dit, mais en blaguant comme ça, un peu, mon cher Seba, mais comment vous profitez de votre guerre. Ça ne s'explique pas. Et nos amis de l'Ouest, là, ont parfois l'air de dire, faites vos affaires. Faites vos affaires. Est-ce que c'est contradictoire que dans la partie ouest du pays où il y a la paix, bon, la paix, c'est trop dire, mais il y a quand même une tranquillité qu'à l'est, mais oui. à l'est on est plus... Et vous construisez. Est-ce que c'est la résilience ou carrément, on ne sait pas. Non, je ne crois C'est une pas. adaptation à la mafia. C'est une adaptation à la situation, peut-être. Alors, que cela profite à tout le monde, ça ne serait pas scandaleux. Ça ne profite pas à tout le monde. Un ami italien qui était à la tête d'une grande ONG, je ne citerai pas aussi les noms, m'a avoué que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans presque toutes ces grandes ONG, leur patron, quand le mandat est terminé, ils rentraient faire leur ONG propre au Congo, entre autres à Bukavu, au sud Kivu. Il va comprendre pourquoi. Il crée sa propre structure. Oui, il va comprendre pourquoi. Et derrière cette structure, c'est pas toujours. C'est pas toujours humanitaire. C'est pas toujours humanitaire. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle cache-poussière. Ça cache autre chose. Nous sommes butés à un problème, par exemple, je viens de Fizi là. Nous sommes butés à un problème. Nous sommes allés créer des mutuelles de santé dans des paroisses où nous avons quelques structures de santé. La population n'adhère pas parce qu'on les a habitués à la gratuité. À la gratuité de santé. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Monseigneur, qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour que finalement les fruits, les ressources de notre pays Il n'y a pas que ça. reviennent aux citoyens? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les ressources. Nous allons à la Cinco, moi je vais avec une proposition. Suivez-moi très bien. Moi je commence à comprendre que le problème du Congo, c'est d'abord le problème de l'homme congolais.
il faut transformer l'homme congolais. Et moi, je voudrais proposer aux évêques qu'on élabore un plan d'éducation, appelez ça civique ou religieuse, éducation à la citoyenneté qu'on a donné comme un cours comme ça. Il faut réévangéliser l'homme congolais. Quand je vois ce qui se passe à l'Est, avec les pays de l'Est que nous avons rejoints, East Africa, comme nous, ces gens se moquent de nous. Vous avez entendu de la bouche du vice-président Kenya dit, bon, les Congolais, ce sont des gens qui s'habillent pantalon jusqu'au nombril, qui passent le temps à boire, et ceci et cela. Le président du Burundi vient de le dire. Un député tanzanien vient de le dire. Il dit, nous allons envoyer nos enfants mourir pour qui? Ils ne s'occupent pas de leur propre pays. Ils passent le temps dans des bars et des églises. C'est ce que j'ai appelé la légèreté. La légèreté. Il faut refonder l'homme congolais. Sinon, on en sortira. Ce n'est pas seulement pour question de minerais. Toute la question du pouvoir. Toute la question du pouvoir. Depuis Joseph jusqu'à Tshisekedi d'aujourd'hui. Quand on a fait les élections, depuis 2016, dès qu'on a fait les élections, on crée un problème politique qui vous fait passer tout le temps. Mais quand est-ce qu'on prendra le temps de stabiliser ces pays pour les développer? Quand? Après 2011, on a passé le temps à discuter sur des mandats où les politiciens, les gouvernements qui se tapent dessus. On voit que c'est seulement la politique qui nous intéresse. C'est seulement la politique. Quels sont les dialogues qui sont venus? Alors, on veut créer des dialogues justement pour négocier des postes et recommencer. Ce que le président Tshisekedi a fait avec l'union sacrée. Bon, on croyait que ça serait un bon point de départ. Mais tout ce monde-là commence il y en a qui commencent à regretter, il y en a qui n'ont pas le courage de... Mais quand est-ce qu'on va s'asseoir pour commencer ces pays, pour commencer à développer ces pays? Peu avant de venir ici, j'ai fait un week-end à Dar es Salaam où je suis allé marier une fille du diocèse. Un ami m'a fait visiter Dar es Salaam. Qu'est-ce que la Tanzanie a comme moyen pour faire ça? Et la plupart des choses qu'il a faites, qui se fait là-bas, c'est sur les fonds propres de la Tanzanie. Sur les fonds propres. Le Magufuli là qui est mort, je ne sais pas par quoi. Il n'a jamais fait de voyage en Europe. Quand j'ai contemplé cette ville à côté de la mer, je me suis rappelé. Moi, j'ai fait 45 ans à Kinshasa. Je suis allé à Kinshasa à 10 ans, je suis rentré ici à 45 ans. Kinshasa, c'est tout. La vie de Kinshasa, c'est toujours Tambo Magasin, gare centrale. Quand on était enfant, on nous disait Kinshasa se prolongera avec tout Kingabwa jusqu'à Malukuno. Nous vivons dans une distraction terrible dans ce pays. Après la mort, après le départ de Mobutu, bon, on a espéré un peu sur Mzee. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compris cet homme. Bon, il est mort. Et après, c'est la distraction.
la distraction.